Dans la jeunesse, vous aimez bien parler de la jeunesse, hein, Hervé Lorenzi, bonjour. On est toujours un peu nostalgique, donc je ne suis pas plus directement concerné. Encore que la jeunesse, c'est aussi un problème d'état d'esprit, donc j'espère conserver un peu de tout cela. Allez, on est tous... Non, je voudrais simplement vous décrire en quelques mots une opération très exceptionnelle qui a été faite par le Cercle Economis en vue des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous recevez les jeunes. Qui a consisté à essayer de décrire ce qu'était la jeunesse française, ce que personne n'a fait. Il y a une sorte de déni, de trou noir. On va y venir, mais d'ailleurs, c'est intéressant de se dire que là, on entre dans un monde d'incertitude, et encore plus d'ailleurs depuis ce week-end, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. La jeunesse, et même, est-ce qu'elle doit être inquiète de ce monde-là? Là, on voit que les bourses réagissent, elles sont... il y a une prise de conscience des risques, que ça peut être un tournant. Oui, enfin, je suis convaincu que une certaine indifférence de la société française à sa jeunesse, qui est pourtant un atout économique évident, je veux dire, un pays qui est plutôt plus jeune que les autres en Europe, est évidemment mieux placé. Ce qu'on appelle le vieillissement de la population, c'est-à-dire le fait que l'âge moyen de la population augmente, ça a beaucoup de difficultés économiques. La première, c'est que ça coûte cher. Retraite et santé. Le deuxième sujet, c'est qu'au fond, ça innove pas tant que ça, parce que c'est pas à un âge avancé qu'on va se mettre dans son garage pour inventer des trucs nouveaux. Et le troisième, c'est surtout, le plus important, c'est que 60% de l'épargne financière de notre pays est détenue par les plus de 60 ans, les retraités, et dans les faits, sans être un prix Nobel d'économie, on peut assez facilement se rendre compte du fait que plus on vieillit, plus on est averse au risque. Et donc, l'épargne de notre pays est averse au risque. Donc, au moment où on a besoin d'énormément investir pour les transitions climatiques, numériques, et autres. Et justement, il faut compter sur la jeunesse. Alors la jeunesse d'aujourd'hui, comment vous la décririez? Inquiète, désintéressée, alors, elle est, d'après cette description, qui est très légitime, parce que plus précisément, il y a 12 000 personnes, 12 000 jeunes, toutes catégories, toutes CSP, tout âge, entre 18 et 30 ans, qui ont réellement participé à l'élaboration de réponses à une vingtaine de questions qui leur étaient posées. Mais par ailleurs, 90 000 ont commenté, renforcé, modifié, transformé un peu ce regard. Donc on a une vision assez précise. 50% se sentent pas bien, qui est quand même pas top. Juste un chiffre qui n'est pas dans l'enquête, mais je me souviens qu'au moment de la Covid, un tiers des jeunes indiquaient qu'il avait sauté un repas sur 3. Oui, on va y revenir. En fait, c'est terrible, terrible. Deuxième sujet, les 2 tiers considèrent qu'il y a une discrimination. Ils ont connu une discrimination, donc c'est quand même important. Lié à l'âge, lié à quoi? Lié à tout, la religion, le truc, je sais pas, les chauves, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Oui. Mais tout le monde peut se sentir discriminé sur n'importe quoi. Exactement, bon, ils le vivent, on le vit. Troisième sujet, ils sont absolument convaincus qu'ils ne sont pas représentés et que leur opinion ne compte absolument pour rien dans les choix politiques et les choix économiques qui sont faits. Ça, c'est pour l'actualité. Oui, mais là, ils ne vont pas forcément voter aussi. En général, l'abstention est très forte chez les jeunes. Là aussi, là, c'est un sondage que j'ai regardé juste avant de venir. Un sondage qui laisse entendre qu'au fond, les Français vont voter peut-être à 50% cette année, ce qui serait, pour les européennes, qui serait un record. Les jeunes, 40%. Donc, vous voyez, c'est pas si différent que ça, et votent plutôt pour des extrêmes. Donc c'est quand même problématique. Enfin, pas problématique, c'est leur opinion. En fait, on va y revenir à cette jeunesse qui est un petit peu plus radicale que celle d'avant. Et en revanche, la nouvelle incroyable, qui est liée à la jeunesse, mais je rappelle que c'est 18 à 30 ans, donc à 29 ans, on n'est plus un jeune freluqué. 84% dit que le succès de son existence ne se fonde pas sur l'argent.
Donc c'est incroyable, hein. Ça veut dire que toute une partie de la population de notre pays n'est pas obsédée par l'idée de gagner plus d'argent. Alors qu'est-ce qui les intéresse? C'est plutôt l'environnement, l'épanouissement personnel? C'est évidemment le mode de vie qu'ils ont, la participation des combats collectifs, comme évidemment les problèmes de climat. C'est très impressionnant, hein. Je ne sais plus, j'ai vu que plus de 20% étaient prêts à ne pas avoir d'enfants si on n'améliorait pas les histoires de climatologie, etc., etc. Oui, il y a toute cette éco-anxiété, mais il y a quand même une vraie détresse économique parce que vous le dites, 70% des jeunes estiment que leur budget, donc leur faible budget impacte leur santé parce qu'ils ne prennent pas suffisamment de repas, ils ne vont pas chez le médecin. Donc ça, comment on fait pour améliorer les choses? D'abord, on s'y intéresse, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Je vous rappelle qu'il doit y avoir 1,5 million de jeunes, 12% des jeunes, qui sont ce qu'on appelle les NEETs, c'est-à-dire sans emploi, sans formation. Et il y a eu des efforts de l'époque où Mme Borne était ministre de l'Emploi, et moi j'aimais bien, et je trouvais qu'elle faisait, et c'était la formule « un jeune, une solution ». Enfin, c'était à peu près ça. Mais c'était un tout début. Et en réalité, on s'aperçoit que autant il y a eu un impact très fort sur l'apprentissage, autant il y a autant de jeunes qui se retrouvent à peu près dans les mêmes conditions qu'auparavant. Donc on ne progresse pas dans ce domaine-là. C'est majeur économiquement, majeur. Parce que c'est la jeunesse qui fait... Et en fait, le fait qu'on soit dans cette situation économique avec des dépenses publiques déjà hors sol, ça ne nous permet pas de nous focaliser sur la jeunesse. Quelle est la marge de manœuvre aujourd'hui finalement? Géante, mais c'est très important. Mais les dépenses d'éducation n'ont pas... Je vous donne un exemple. 50% des jeunes considèrent que les formations dites professionnelles, c'est le lycée professionnel, c'est un peu du second ordre. C'est moins bien que les voies générales. C'est une folie absolue. Aucun pays industriel ne fonctionne comme ça. Il faut bien des gens qui savent faire 2 ou 3 trucs, pas uniquement être une ou un jeune financier sorti d'une grande école de commerce et finalement pas très productif pour un pays. Donc, premier sujet, alors il y a eu une tentative, elle est quand même très en dessous de ce qu'il faut faire, complètement ramener une partie de la jeunesse qui n'est pas les plus mauvais, qui n'est pas les plus, j'allais dire, les plus socialement les plus discriminés, ce qui est le cas aujourd'hui, qui vont vers les formations professionnelles et qui entament des cureurs. Et alors, vous avez un pourcentage très important de jeunes, dans ce cas-là, qui abandonnent leurs études, c'est là d'où viennent les NEETs, leurs études au niveau de la seconde ou de la première, alors qu'en formation générale, très très peu. Donc vous voyez, c'est les choses, ça c'est pas géant. Alors moi je fais une proposition qu'on prenne 20 polytechniciens, et ça s'appelle plus l'ENA maintenant, ça revient quand même à la même chose, qui viennent des formations professionnelles. Vous verrez à ce moment-là que ça créera tout de suite un mouvement positif. Il y a beaucoup de symbolique et beaucoup d'erreurs très profondes. Il y a beaucoup de symbolique et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le poids consacré aux retraites, aux dépenses sociales, à la protection sociale prend beaucoup plus de place que celle consacrée à la jeunesse. Donc c'est comme si on ne leur laissait pas vraiment beaucoup de place déjà. C'est pas compliqué. Vous avez, en gros, il y avait un peu plus de 20% de la population française qui avait plus de 60 ans. Et on va gagner 10 points en 4-5 ans. 10 points. Ouais, encore. Et on avait 20% du PIB qui était consacré aux seniors, on va les appeler seniors pour être gentils, dont je fais partie, 14% de retraite et 6% de santé dédiée. On va passer à 30%? C'est pas possible, je veux dire, ça bloque tout un pays. Donc il va bien falloir à un moment calmer le jeu sur les retraites. Alors ça, on a un peu... Mais du coup, comment on oriente? Par exemple, on sait que les jeunes ont beaucoup de mal pour trouver un logement. Alors acheter, ça paraît totalement difficile, surtout avec les taux d'intérêt qu'on connaît actuellement. Donc quelle peut être une solution d'avoir un crédit spécial jeune avec des taux d'intérêt préférentiels? Bien sûr. Et puis, ça suppose 2 choses, que l'offre soit, comment dire, redémarre, c'est qu'on construise. On est là... pas d'artificiel. Il ne faut pas utiliser les mètres carrés, les hectares de manière artificielle. Ouais.
une stupidité. Je veux dire, évidemment qu'il faut construire pour des jeunes. Je veux dire, les gens, ils ont besoin de se loger. C'est les bobos, les jeunes bobos qui décident ça. Mais les jeunes qui sont dans des situations plus difficiles, ils ont besoin de se loger. Donc ça, c'est le premier aspect. Et deuxième aspect, il faut trouver des conditions à la fois de logement, et des conditions de loyer, et surtout de possibilité d'achat. Achat, c'est plutôt vers les 30 ans, et loyer, c'est plus jeune, bien entendu. C'est évident, et on n'est pas capable de créer assez de cités universitaires pour loger tous les jeunes étudiants. Enfin, tout ça est absurde. Pendant ce temps-là, on s'interroge inlassablement pour le fait de savoir si l'âge normal de départ en moyenne à la retraite dans le secteur privé en France, qui est de 63 ans et un mois, qui va passer maintenant à 64 ans, c'est une rupture absolue. Pendant ce temps-là, il y a 50% des jeunes qui... Donc les jeunes, en fait, ont plutôt tort de se mobiliser pour leur retraite, ils doivent surtout se mobiliser pour leur jeunesse. Exactement. Et sur des exigences qui sont, et si on veut avoir une économie qui marche bien, évidemment qu'il faut utiliser massivement toute la force de travail qui est disponible, toute la force de qualité, toute la force d'innovation. C'est là où se trouve l'innovation. C'est quand vous prenez les grands patrons des grandes boîtes de technologie américaines, ils avaient 22 ou 23 ans quand ils ont démarré. Donc il faut donner plus de subventions aussi aux jeunes qui démarrent leur entreprise, plus croire à l'esprit start-up. Faire basculer. Alors là-dessus, je prends un risque personnel majeur, parce que quand je dis, par exemple, que ça ne me choquerait pas que les anciens, vous avez vu, j'ai parlé, j'ai plus de 60 ans, les seniors et les anciens payent la CSG comme les autres. La dernière fois, j'ai eu quelques problèmes, parce que j'ai eu des menaces absolues, terrifiante, mais c'est évident qu'il faut un tout petit peu rééquilibrer. Aujourd'hui, les non-actifs, les retraités, ont un niveau de vie qui est supérieur à ceux des actifs. Oui, il faut rééquilibrer les choses. Ouais. Ça ne marche pas. Un pays, ça ne marche pas comme ça. Et est-ce que vous trouvez quand même que la jeunesse, elle a un petit peu changé de visage ces derniers temps? Là, on peut peut-être sortir un peu du 30 secondes, aller du champ économique, mais on voit beaucoup quand même d'excès de violence, de radicalité. Est-ce que ça vous fait peur ou comment on traite ça justement sur le champ économique? Alors, plusieurs choses. Est-ce que la jeunesse est plus violente aujourd'hui? Nos sociétés sont plus violentes. Pourquoi est-ce qu'il y a ces mouvements assez radicaux, à gauche comme à droite? Et elle est plus attirée par les extrêmes, vous l'avez dit. Il y a la perception, me semble-t-il, que les individus, femmes et hommes, jeunes notamment, mais pas que les jeunes, ont le sentiment qu'on ne prend pas du tout en compte. Donc c'est plutôt une crise de la démocratie qu'une crise de la jeunesse qui serait brutalement devenue plus violente. Après, est-ce qu'on peut lutter contre ça? Oui, je pense que plus d'insertion, vous savez, si on veut lutter contre la jeunesse, pas la jeunesse, mais contre la violence, supposer la jeunesse, mais des vieux, de tout ce qu'on peut imaginer, simplement les vieux sont moins nocifs parce qu'ils sont moins forts physiquement, il faut simplement prendre en compte les gens. On est dans une société qui donne le sentiment qu'on ne prend pas en compte les gens. Donc c'est assez simple de comprendre qu'est-ce qui fait les populismes et toutes formes de populisme et les formes de violence. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux qui aident beaucoup. Alors comment ça peut être une chance comment on peut utiliser les réseaux sociaux d'une bonne manière? Difficile, ça c'est vraiment de toutes les questions que vous avez la gentillesse de me poser, la plus difficile. Au fond, les réseaux sociaux, il faut peut-être imaginer des réseaux sociaux qui sont non pas tellement régulés, je n'ai jamais trop cru aux régulations, mais de stimuler des réseaux sociaux. On a bien fait une télévision publique un peu partout, qui sont pas mal. C'est contrôlé, il faut contrôler d'une certaine manière pour... Oui, puis peut-être produire des réseaux sociaux qui poussent moins à la violence. Bon, en tout cas, les incertitudes, il y en a encore aujourd'hui dans cette jeunesse. J'ai honte, la France a un atout, c'est son atout, qu'on voit peut-être un peu disparaître. Puisque, et vous y croyez au réarmement démographique porté par le président il y a quelques semaines? Il y a sûrement moyen d'améliorer les choses. C'est-à-dire, quand je dis améliorer,
tout le monde te dit c'est terrible, la natalité, c'est un argument d'extrême droite. Pas du tout. Une société où il y a plein de jeunes, c'est plus rigolo qu'une société où il y a que des vieux. C'est quand même, il n'y a pas besoin d'être ni de droite ni de gauche pour penser des évidences pareilles. Est-ce qu'on peut relancer les taux de natalité? C'est très difficile, puisque tout le monde est en train de réfléchir aux raisons qui font cette baisse assez brutale de la natalité en France. Il y a sûrement des problèmes d'allocation familiale qui ont joué. Je ne suis pas sûr que les décisions de modifier les règles de l'allocation familiale aient été d'une intelligence absolue sur ce point-là. Il y a sûrement moyen aussi, peut-être, j'allais dire, de montrer à quel point c'est sympathique d'avoir des enfants. Alors, on a beaucoup indiqué le fait que les taux de natalité en France étaient en train de baisser très significativement et, curieusement, les taux de naissance et de natalité en Allemagne sont quasiment en train de les rejoindre. On a dit pendant longtemps qu'on était formidable par rapport aux Allemands, ce qui faisait quand même plaisir à tout le monde, parce qu'on avait un taux de natalité supérieur. C'est plus tellement vrai, c'est un peu vrai, mais pas beaucoup. Donc il faut sûrement essayer de se bouger sur ce problème. Il faut d'abord comprendre quelles sont les raisons, et les raisons sont vraisemblablement des raisons. Et le fait que la classe politique se soit pas mal rajeunie là, ces derniers mecs, si on regarde c'est top. Les élections européennes, les têtes de liste sont quand même très jeunes en moyenne. C'est top. C'est une bonne nouvelle? Oui, bien sûr que c'est des bonnes nouvelles. Alors, il n'y a pas de jeunisme non plus. Aucune génération n'est très différente de la précédente. La génération de la jeunesse est toujours plus, comment dire, ambitieuse. Elle a envie quand on dit ils ont envie de vivre des succès sans forcément que ce soit fondé exclusivement sur l'argent. C'est vrai que si on demande à des gens de 50 ans, ils ne pensent pas la même chose. C'est comme ça. Donc une espèce d'évolution de la vie qui conduit les gens à être moins idéalistes, ben c'est comme ça. Et je trouve que c'est formidable que la politique dans notre pays soit menée maintenant par des gens beaucoup plus jeunes, avec ce petit défaut, mais je ne citerai personne, que vous allez comprendre. Il y a un petit manque d'expérience et de compréhension de ce qu'est la société française qui n'est pas peuplée que de jeunes, qui est peuplée de gens. Donc, vous voyez, il y a toujours du plus ou du moins, mais je pense que le plus l'emporte sur le moins. Ah oui, c'est dur d'être jeune et expérimenté. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi.